Bienvenue à votre podcast CX au quotidien, où nous recevons des professionnels et des non-professionnels amoureux de l'expérience client pour partager et échanger. Mon nom est Julie Tano-Lawson, je suis votre animatrice et je vous souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à ce nouvel épisode de CX au quotidien. Aujourd'hui, je suis avec Ghislaine Arifine. Bonjour Ghislaine. Bonjour, Julie. Comment ça va? Ça va, merci. Merci de m'avoir invitée à ton podcast. Tout le plaisir est pour moi, ma chère amie. Alors, avec Ghislaine, aujourd'hui, on va avoir un sujet qui est d'intérêt public, je vais dire ça comme ça. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, Ghislaine, je vais te laisser te présenter à notre auditoire. Ok, alors je suis Ghislaine Arifine. Je travaille dans le domaine de l'expérience client depuis 12 ans à peu près. Donc, j'ai eu un parcours un peu, spécial, parce que c'est un parcours duel entre l'académique et l'industrie. Et je suis actuellement donc formatrice et consultante dans le domaine d'expérience client et utilisateur. Et je suis basée à Zurich, en Suisse. Parfait. Alors, notre sujet d'aujourd'hui, on va parler beaucoup de la voix du client. Pour commencer, ça signifie quoi pour toi, Ghislaine, la voix du client? Alors, je dirais la voix de client, c'est l'ensemble en fait des commentaires, des avis, des opinions que les clients vont partager avec leurs propres mots vis-à-vis d'un produit, d'un service ou d'une entreprise. Donc, c'est une notion vraiment essentielle dans le domaine de la gestion d'expérience client parce qu'elle va permettre aux entreprises de comprendre ce que leurs clients pensent et ressentent. En fait, elle représente, disons, la perspective des clients. Cela peut inclure des retours recueillis à travers différents canaux, comme les sondages, les entretiens. Bien évidemment, si on sollicite le feedback, donc on va envoyer un sondage, ou bien non sollicité. Donc, les clients vont donner des commentaires en ligne sur Google, sur les réseaux sociaux, ou bien ils vont envoyer des plaintes reçues, par exemple, par le service client, soit par téléphone ou par email, ou d'autres formes donc de rétroaction que l'on peut trouver en ligne. D'accord. Ou même offline d'ailleurs. Ça peut être aussi directement à l'entreprise. Donc, offline, dans le sens où ils vont en personne, c'est ça? Exactement. Si c'est une entreprise qui a des magasins, par exemple, donc le client, il va revenir, il va se plaindre, c'est déjà une voix de client. Donc, on peut la considérer comme une voix de client. D'accord. Voilà, on est dans le contexte de l'expérience client, donc théoriquement, je comprends l'importance que ça a, la voix du client. Mais est-ce que tu peux plus spécifier, en fait, comment est-ce que ça s'intègre dans cette voix du client? Absolument. Donc, je pense que la voix de client, elle est très, très importante parce qu'elle va permettre à l'entreprise de comprendre les attentes, les besoins, mais surtout les frustrations des clients. Donc, si on intègre ces retours dans la stratégie d'expérience client, parce que tu sais, Julie, qu'on a dans l'expérience client, donc la partie design, on va faire une stratégie pour vraiment livrer une expérience exceptionnelle, mais on peut utiliser les retours parce que ça va me permettre de créer des interactions plus significatives, donc qui ont plus de sens et comme ça, on va plus faciliter la fidélisation des clients. Donc, on peut par exemple intégrer la voix de client dans les décisions commerciales. On peut ajuster la qualité des produits sur la base des retours des clients. On peut améliorer le processus de vente, de distribution, la communication avec le client, par exemple, de parler vraiment, avoir des messages ciblés pour les clients. Donc, ça va permettre vraiment de mieux répondre aux besoins et aux attentes et bien sûr, améliorer l'expérience globale, qu'elle soit digitale ou physique. Et un autre truc aussi qui est important, en fait, ça permet de mesurer la perception aussi que les clients ont de notre entreprise par rapport à la perception que nous, on pense donner de notre entreprise aussi, hein. Absolument. Donc, c'est une perspective externe qui va venir sonder, permettre à l'entreprise de comprendre est-ce que les processus qu'on a ont du sens pour les clients qu'on est en train de servir. Donc, ça va beaucoup aider de relativiser justement sur les décisions qu'on prend au sein de l'entreprise. Alors, pour que ça soit de manière un peu structurée, cette gestion de la voix du client, généralement, on parlait de mettre en place un programme de la voix du client. Comment on fait ça? Comment on intègre, on instaure un programme de la voix du client? Et puis, c'est quoi les étapes qu'on doit suivre, en fait, pour en arriver à un programme? D'accord. Donc, tout d'abord, je pense qu'il faut comprendre ce que c'est un programme de voix de client. Donc, le programme,
c'est vraiment une initiative stratégique qu'on va mettre en place dans une entreprise pour systématiquement et régulièrement recueillir cette boîte client, mais vraiment de manière régulière dans le temps, et pour qu'on puisse l'analyser et utiliser le retour des clients pour améliorer différents aspects de l'entreprise. Ça peut être les produits, ça peut être des services, ça peut être la performance des vendeurs ou des agents. On peut améliorer les opérations marketing. Donc, ce collecte de retour client peut se faire tout au long du parcours client sur des différents points d'interaction spécifiques qu'on veut viser. Et on peut utiliser aussi différents canaux comme le téléphone, le site web, dans les magasins ou sur une application. Donc, ça donne vraiment au client cette large plateforme pour s'exprimer. Mais d'un autre côté, elle va aussi permettre à l'entreprise d'être plus centrée sur le client et elle va prendre des décisions qui sont vraiment dans l'intérêt du client. Maintenant, Oui, pour vas-y. répondre à la question, justement, c'est comment on va établir ce programme. Alors, euh, c'est un programme qui est assez complexe, on va dire, parce qu'on est au centre de l'entreprise et on essaie de servir. Moi, je pense toujours au programme client comme un magasin qui va avec beaucoup de produits, donc beaucoup de contenu, qui va pouvoir servir différents départements. Ouais. Donc, ils vont venir vraiment prendre les feedbacks qui vont leur permettre d'améliorer leur travail. OK. Donc, pour établir ce programme qui va être au centre de l'entreprise, donc en général, il y a 3 étapes. La première, c'est la conception, la préparation du programme. La deuxième, c'est le lancement. On va commencer à vraiment, à réellement recueillir des informations et des feedbacks. Et la troisième phase, c'est l'amélioration continue. Mhm. La phase la plus difficile, c'est la conception. Parce Oui. et tu le sais, Oui. c'est la phase qui prend beaucoup plus de temps parce qu'on veut dans cette phase vraiment déjà comprendre pourquoi on le fait, Mhm. qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire. Donc, c'est très important d'être clair d'abord sur les objectifs stratégiques de l'entreprise. Pourquoi on veut d'abord atteindre tel ou tel objectif. Et les objectifs, ils doivent être vraiment ce qu'on appelle SMART en anglais, donc spécifiques, mesurables, réalistes, donc qui ont du sens, et définis dans une période du temps. Mhm. Donc, on va parler, par exemple, d'objectifs. Oui, on aimerait améliorer les ventes. Et de combien? Quel genre de vente? Jusqu'à l'année prochaine, dans 6 mois. Donc, il faut vraiment être très précis et savoir vraiment pour ces objectifs, si on parle de augmenter les ventes, c'est différent de fidéliser les clients. C'est différent on veut améliorer la réputation en ligne, par exemple. Donc, il y a tellement de petits objectifs, ils sont grands, mais quand même, ils sont plus spécifiques qu'on veut définir clairement pour savoir comment est-ce qu'on peut utiliser ce programme de votre client comme catalyseur qui va permettre d'atteindre ces objectifs. Donc, une fois on a défini ces objectifs stratégiques, on va définir les objectifs du programme de la voie client qui est différent. Ils sont différents ces objectifs, mais qui sont alignés avec les objectifs stratégiques. C'est-à-dire, si je donne un exemple, par exemple, l'objectif stratégique serait, j'aimerais améliorer les ventes de 30% l'année prochaine, ou j'aimerais fidéliser mes clients. Donc, si on prend la fidélisation, l'objectif du programme, ça va être d'améliorer le score de promoteur, le Net Promoter Score, OK. pour qu'on puisse, justement, puisque c'est un indicateur de fidélité. Donc, il Mhm. faut faire la différence entre les objectifs de la voie client ou du programme de votre client et les objectifs stratégiques. Ils doivent être alignés, justement. OK. Donc, une fois on a ces objectifs clairs, on va commencer à concevoir dans le détail le programme. Donc, cette conception va comprendre tout d'abord comment est-ce qu'on va approcher le client. Donc, comment est-ce qu'on compte le solliciter. Idéalement, on va utiliser des canaux qui correspondent à ses préférences. Mhm. Quels sont les outils, ou disons peut-être les techniques de collecte de données? Est-ce qu'on va faire des sondages? Est-ce qu'on va juste analyser les commentaires en ligne? Est-ce qu'on va faire des combinaisons de plusieurs méthodes? Et tout ça, ça vient des objectifs, justement.
selon l'objectif, on va définir la méthode de communication, on va définir les techniques, on va aussi définir l'outil qu'on va utiliser pour l'analyse. Est-ce que c'est un CRM qu'on a déjà instauré dans l'entreprise? On peut l'utiliser pour collecter des données, ou bien c'est un logiciel qu'on va acheter auprès d'une partie tierce, et puis là, il faut voir est-ce qu'on a le budget pour. Ouais. D'accord. Donc, il y a tellement d'éléments qu'on va vraiment mettre sur papier pour qu'on puisse visualiser à quoi ce programme va ressembler. Mhm. On va aussi aller même plus loin pour établir les grandes lignes d'action correctives. Et ça, plusieurs entreprises ne le font pas. Oui, c'est vrai. OK, on a tout fait, allez, on y va, on va lancer, on récolte beaucoup d'informations, beaucoup de données, et on est submergé. Qui, qui va faire quoi? Ouais. Donc, en fait, moi, je conseille toujours, et puis je pense que c'est une des règles de succès des programmes de votre client, c'est de pouvoir établir ces grandes lignes d'action corrective où on va, si tu veux, mettre des scénarios d'action en fonction des retours clients. Si on a un groupe de promoteurs, eh ben, qu'est-ce qu'on va faire avec? Est-ce qu'on va les contacter pour leur demander d'adhérer, je sais pas, à un programme de référents? Ça peut être le cas. Ouais. Si c'est des gens qui sont mécontents, est-ce qu'on va les contacter un par un, ou est-ce qu'on va avoir une approche plutôt générique? Donc, c'est très important de le faire déjà avant le lancement du programme, et surtout définir les responsabilités et les rôles des parties prenantes dans ces actions, parce que chacun doit avoir un rôle. Si ça vient du marketing, il faut qu'ils agissent par rapport au messaging, au message qu'ils envoient, d'être un peu plus, de cibler un peu mieux. Si ça concerne les services clients, il faut qu'on regarde, est-ce qu'on doit améliorer la formation des agents, etc., etc. Donc, vraiment, il faut avoir cette idée, disons, même si elle n'est pas précise, on va essayer par la suite de l'améliorer une fois on a commencé le lancement, une fois on a commencé à recruter. Mais il faut avoir déjà une base sur laquelle on va travailler. Et donc, ce que je remarque aussi, excuse-moi 2 secondes, c'est que ça implique un engagement à l'interne. Parce que c'est pas juste le département expérience client qui s'assoit, qui définit le programme, qui fait ce qu'il veut avec. Il faut que les autres départements, justement, soient impliqués, comme tu parlais des responsabilités, parce que les retours clients vont concerner ces autres départements aussi. Absolument, absolument. Et plus tôt, en fait, tu intègres les gens dans ton approche et dans ton initiative, mieux ils se sentent concernés et ils sont vraiment prêts à prendre la responsabilité. Après, si tu fais ton programme de ton côté et puis tout d'un coup, tu demandes de faire quelque chose, de prendre des mesures, ils sont déjà, pourquoi je dois le faire? Voilà. D'où ça vient? Donc, vraiment, il faut les préparer, et ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment une phase de formation de sensibilisation où il faut commencer très tôt à sensibiliser les employés et à l'importance, bien sûr, de la voix client, et comment ils peuvent contribuer à ce succès, mais comment est-ce qu'ils peuvent aussi bénéficier des retours clients pour optimiser leur travail. Parce que ça va les intéresser. Plus motivés. Exactement. Parce que parler leur langue. Voilà, exactement, parce que ça leur parle à eux, ça les arrange eux. Et ça, c'est quelque chose aussi, c'est drôle, je parlais de ça avec quelqu'un le dimanche. Je disais, mais avant de mettre ton programme, avant de décider de faire une stratégie et tout ça, il faut que lui, il a un intérêt sur ta partie en face. Pourquoi est-ce qu'il devrait le faire pour toi? Oui, c'est bien beau de lui dire, oui, c'est important pour l'entreprise, parfait, d'accord, mais moi, au niveau de mon département, au niveau de mon travail, ça change quoi? Donc, effectivement, je suis d'accord avec toi. Et surtout, parce que souvent, les parties prenantes, en fait, c'est pas dans leurs objectifs de performance de participer avec toi dans ton programme. Donc, c'est écrit nulle part, donc ils sont pas évalués sur ça. Mais dès qu'ils voient le lien indirect, l'impact positif que ça pourrait avoir sur leur propre indicateur de performance, sont forcément impliqués. Ouais, totalement. Donc, pour finir, je pense le dernier élément dans la phase de conception, c'est vraiment, et ce qui est très important aussi, c'est comment on va mesurer la performance du programme. Des fois, c'est un vrai challenge, parce que souvent d'ailleurs, parce que
établir des indicateurs clés de performance. Et pour évaluer cette efficacité, ben, c'est bien que l'expérience client, c'est un peu plus, si tu vois l'impact plutôt à long terme, c'est pas comme dans le marketing où c'est plus, on dit sales driven. C'est vraiment, tu vois directement l'impact sur les ventes. Donc, on veut aussi se mettre d'accord avec les parties prenantes sur les mêmes ou sur des indicateurs clés de performance en commun. Mhm. Mhm. Parce que ça va permettre aussi de partager le succès du programme par la suite. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi les grands défis, en fait, quand on veut instaurer un, un tel programme dans une entreprise? Il y en a plusieurs. Donc, je pense que je pourrais citer quelques-uns, peut-être les courants. Donc, j'ai mentionné avant le volume des données qu'on reçoit. Donc, en fait, une fois on lance le programme, donc on est tout de suite, les gens, souvent, les clients, ils sont prêts à donner du feedback, surtout quand ils sont pas contents. Donc, ça manque pas. Donc, on va avoir du feedback, on va avoir beaucoup de volume. Mais là, le challenge, c'est de pouvoir vraiment euh, traiter ces données-là. Donc, il faut vraiment mettre en place des systèmes qui sont très efficaces dans l'entreprise, qui sont capables de traiter et agréger ces données qui viennent un peu de partout et analyser ces données de manière significative. Donc ça, c'est un challenge. Le deuxième, c'est ce qu'on appelle en anglais survey fatigue. Oui. Vraiment motiver les gens. Fatigue du sondage. Si on a une technique de sondage, mais en général, on va parler de la participation des clients, vraiment le taux de réponse. Mhm. Ça peut être des sondages ou vraiment comment les gens sont impliqués dans cette culture de retour en fait par les clients. Ça peut être difficile. Certains clients, ils ont juste pas le temps. Ou des fois, ils sont déçus parce qu'en fait, ils donnent des retours, mais on les a jamais Pour rappelé rétroaction, ouais. pour résoudre le problème. Et ça peut créer vraiment des biais dans les données recueillies. Mm. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que souvent les clients, parce que nous, on pense en tant que manager d'expérience client, que le client reçoit uniquement des sondages. Mais non, en fait, il reçoit des newsletters, des emails, des messages de promotion. On l'appelle des fois. En fait, il est vraiment sollicité plusieurs fois par plusieurs équipes ou plusieurs domaines de l'entreprise. Mais au final, c'est la même personne, en fait, qui reçoit plusieurs choses, mais d'une seule entreprise. Ouais. Donc, c'est important de collaborer, en fait, justement, avec les parties prenantes, comme le service client, comme le marketing, pour s'aligner sur le parcours client et vraiment s'aligner sur comment et quand le client doit être sollicité et avec quel type de demande. Ouais. Des fois, on a ces silos, on travaille séparément, chacun veut être centré sur les clients, mais on parle pas les uns aux autres. Comment optimiser ça? Ouais. Du côté interne, je dirais que, en tout cas, les challenges que moi j'ai vécu par rapport à la voix de client, c'est des fois la résistance en fait des équipes pour le changement. Ouais. Ça, c'est très compliqué parce que on en a parlé là, c'est des fois et c'est pas dans leurs objectifs Mhm. et des fois ils comprennent pas parce que c'est pas vraiment quelque chose de il y a pas tout le monde qui a ce mindset d'être centré sur les clients. C'est aussi une personnalité, hein. C'est vraiment, des fois, tu peux travailler avec des gens qui sont vraiment dans le produit et développement, mais qui sont très centrés sur les clients. Mhm. Mhm. Donc, c'est pas une question des fois de setup, mais c'est vraiment une question de personnalité aussi. Donc, ici, c'est vraiment important, justement, comme on a dit, de susciter cet engagement, cette compréhension très tôt pendant la conception. D'accord. Et bien sûr, on parle de justifier l'investissement. Ben oui. Ça, c'est un gros challenge. Ouais. Et je pense que c'est plutôt général, en fait, Oui. dans le domaine de l'expérience client. C'est vraiment quelque chose que, il y a beaucoup de discussions par rapport à comment on peut justifier le retour sur investissement, mais il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais bon, après, ça dépend des industries, ça dépend de beaucoup de facteurs.
Est-ce que tu peux nous partager des exemples concrets où la voix du client a conduit à des changements positifs en termes d'expérience client? Mmh. Alors, il y a quelques années, en fait, j'avais consulté, une start-up, donc Mhm. qui a développé, une application. C'est un exemple très facile, qui a développé une application de fitness. OK. En fait, l'idée, c'est que tu achètes, en fait, un abonnement et ça te permet tout simplement d'avoir accès à des cours de sport en ligne. C'est OK. des vidéos, enregistrées, donc de différentes catégories de sport. Et l'objectif à la base, c'était d'intégrer ce système de feedback dans l'application pour accueillir, justement, pour comprendre les commentaires des utilisateurs sur la qualité des cours. Mhm. Et en fait, et si ça les aide à atteindre leurs objectifs, de mise en forme, eh ben, il s'est avéré que certains utilisateurs, dans les commentaires, ils ont mentionné, en fait, qu'ils voulaient avoir plus de contenu pour des cours de yoga. Mhm. Donc, ça a permis finalement de personnaliser le contenu de l'application pour que ce groupe, en fait, d'utilisateurs qu'on a pu cibler, donc ils puissent recevoir des notifications automatiquement concernant les nouveaux cours qu'ils reçoivent. Et ça, c'était vraiment un très bon retour par rapport à l'engagement, la satisfaction des membres, en fait, qui étaient qui adhéraient à l'application. Donc ça, c'est un exemple où le feedback, ça peut en fait donner vraiment des bonnes idées pour pouvoir bien cibler les clients ou les membres ou les consommateurs. Et répondre à leurs besoins. Oui, exactement. Comment est-ce que tu mesurais, toi? Comment est-ce qu'on peut mesurer pour justement cette histoire de mesure qui devient la discussion de tous les Problématique. temps, ouais, c'est ça. Comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact des changements apportés en fonction des retours clients? Alors, je dirais en général. Donc, l'impact, euh, peut-être, donc, il peut être mesuré sous plusieurs formes. Mais je pense que, en fait, à la base, quand on fait un programme de vote client, on a l'objectif soit de gagner plus d'argent, soit d'économiser de l'argent. Ouais. Donc, soit tu optimises sur les coûts, soit tu augmentes les revenus. Mais en termes de mesure, donc en premier lieu, on va avoir les indicateurs du programme en tant que score, par exemple, la satisfaction client, le score de la satisfaction client, Quatre. PS, etc. Donc ça, en tant que tel, c'est des indicateurs parce que ça va te permettre de faire, d'évaluer la tendance dans le temps, de voir si ça s'améliore. Ben, il y a des entreprises même qui vont faire des sondages de suivi aux mêmes clients, en fait, pour avant et après la mise en œuvre des changements. Donc, OK. il faut évaluer l'avant et après pour voir s'il y a une amélioration. Certaines entreprises vont comparer avec les concurrents. Mhm. Donc, si les indicateurs, bien sûr, s'améliorent plus rapidement, bah, ça veut dire qu'on a un avantage compétitif. Mhm. On sait bien que ces mesures, c'est vraiment des variables, si on parle avec du langage de statistiques, c'est des médiatrices. C'est des variables médiatrices que, qui vont avoir un impact significatif sur d'autres variables Mhm. finales, comme le taux d'attrition, donc ce qu'on appelle churn, ou bien sur sales, sur les ventes, donc qu'on peut justement examiner. Donc, si on a un taux d'attrition qui va diminuer après le changement qu'on a fait sur la base de la vote client, eh ben, ça veut dire qu'on a fait un impact positif. Ouais. Euh, c'est un exemple pour les ventes, par exemple, si on a recueilli des commentaires des clients. Ben, tu as des clients, par exemple, qui vont dire oui, je vais pas acheter ce produit, mais par contre, je serais intéressé par un autre type de produit. Et ben là, c'est des leads, vraiment, c'est des prospects qu'on a gratuitement, à qui on peut faire de la vente incitative ou de la vente croisée. Donc, Mais comme je évidemment, viens de le dire, pardon, vas-y. Vas-y, après je te... ouais. Donc, je disais qu'on peut justement utiliser le feedback des clients. Euh, on va filtrer les clients qui vont montrer leur intérêt à d'autres produits Mhm. et on va les cibler avec des promotions, par exemple. Donc là, on est en train de faire de la vente incitative ou de la vente croisée, ce qui va augmenter les chiffres de vente. Et ça peut être mesuré aussi. Ouais. Parce que si on a... Oups, j'arrête pas de te couper. Non, peut-être moi, je fais des pauses. Non, en fait,
je voulais dire, comme ton exemple tout à l'heure de la start-up, je veux dire, quand tu te rends compte que tes clients demandent un certain type d'exercice en particulier et que tu décides d'utiliser cette information qu'ils t'ont donnée pour leur donner plus de contenu, tu peux savoir après, OK, c'est quoi l'impact sur les types les revenus que ça nous rapporte par rapport à ces différents types ces cours de yoga, par exemple. Donc, c'est facile à ce moment-là. Bon, facile, déjà, parce que c'est peut-être mon domaine, mais tu peux tout de suite voir l'impact que tu as eu sur, par exemple, l'augmentation des ventes de cours de yoga, par exemple. Absolument. Et je pense que c'est un peu le même principe comme ces grandes entreprises font, comme Netflix, je sais pas moi, Amazon. En fait, quand tu achètes régulièrement des produits, forcément, tu reçois des recommandations d'autres produits, tu reçois des mails qui vont te proposer un produit complémentaire, des choses comme ça. Donc, en fait, ça vient d'où? Ça vient justement de ton comportement sur les sites web qui leur dit que, en fait, tu as des préférences pour ça ou ça. Finalement, pour la voix client, on peut utiliser justement les avis et les commentaires des clients pour le même objectif, pour comprendre quelles sont leurs préférences. Et comme ça, on peut être beaucoup plus spécifique dans notre cible et vendre de manière beaucoup plus efficace. Alors, je sais que le temps passe, je te poser une dernière question. Oui. C'est quoi les conseils que tu donneras aux entreprises qui souhaitent améliorer leur expérience client en écoutant la voix de leurs clients? Oui, alors mon conseil principal, donc, serait tout simplement d'écouter activement. Donc, d'écouter activement, ça veut dire qu'on va pas juste collecter de l'information et écouter, mais on va se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ou qu'est-ce qui va bien aussi? Donc, de prendre aussi les retours clients au sérieux, parce que le but n'est pas uniquement de comprendre, mais aussi d'agir et d'être prêt à ajuster constamment. Parce que ce que les entreprises oublient des fois, c'est que les besoins des clients sont pas statiques. C'est-à-dire que si tu as des clients, selon les produits que tu vends, selon les services que tu proposes, ton client, il avance dans sa vie. Il passe de célibataire à marié avec des enfants. Il a des besoins différents de santé, par exemple, de consommation. Donc, on doit suivre cette évolution avec le client, avec la voix de client, donc qui va me permettre d'être en contact régulier avec le client pour l'écouter et permettre aussi d'être synchro, en fait, avec ses besoins. Voilà. Parfait. Ouais, c'est ça. C'est comme un mariage. On évolue ensemble. On écoute, on améliore et on continue d'améliorer. On ne le fait pas juste une seule fois. C'est pas genre, OK, j'ai mis en place un programme génial, je passe à autre chose. Il faut faire un suivi constant, continuer. Mais en plus, je pense qu'à la longue, à force de le faire, ça devient comme naturel parce que tu entends, tu écoutes, tu entends, tu agis, puis ça continue d'arriver tout le temps. Et puis, je pense c'est peut-être de commencer qui est peut-être un peu difficile, mais une fois que tu as le pied à l'étrier, je pense qu'après, ça devient un réflexe. Donc, c'est là qu'on va commencer à parler de culture à l'interne parce que ça devient systématique pour vous de mettre en place, d'écouter, d'agir en fonction, puis d'avoir tout un système et un processus à l'interne pour justement travailler cette voix du client-là. Oui, 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 ça devient de plus en plus performant, justement, avec l'apprentissage, avec l'amélioration des actions correctives, des canaux, parce que des fois, on a peut-être choisi le mauvais canal, en fait, pour discuter. On n'a pas assez de réponses, donc on va essayer autre chose. Les actions correctives, on a essayé, ça n'a pas marché, donc on essaie autre chose. Donc, au fur et à mesure que le programme avance, plus on est performant et plus on a cette manière donc systématique et, comme tu as dit, spontanée de faire les choses. Voilà. Et là, je viens de penser à quelque chose aussi. Là, je disais que c'est la dernière question, mais là, avec l'intelligence artificielle maintenant, c'est aussi de plus en plus facile d'aller chercher la donnée non structurée des clients, de ce qu'ils disent sans qu'on leur pose des questions. Ça devient aussi facile pour les entreprises d'aller récolter cette donnée-là. Hein. Absolument. En fait, avec l'intelligence artificielle, c'est pas seulement le fait d'économiser sur le temps, mais aussi il y a cette partie où tu peux vraiment prédire ce que le client va faire par la suite. Et ça, je trouve génial parce que là, on a beaucoup d'analyses prédictives. Et là, avec l'intelligence artificielle, on a cette possibilité, si on a une bonne base de données, une bonne base de retour, on a la possibilité d'anticiper
sur ce que le client veut faire ou va acheter. Et donc ça, je trouve ça génial. Ouais. C'est impressionnant. À tous et à toutes, vous avez bien compris, c'est vraiment une nécessité dans les entreprises qui veulent mettre le client au centre de leurs activités, de faire une bonne gestion de la voix du client. Alors, Ghislaine, si les personnes qui nous écoutent veulent entrer en contact avec toi, c'est quoi les meilleures manières, les meilleurs moyens? Je dirais, Oui. en fait, tu peux partager peut-être mon lien, mon profil LinkedIn. Je pense que c'est le plus facile. Je suis assez disponible sur LinkedIn. Je peux répondre par message. Puis voilà. Parfait. Alors, merci encore, Ghislaine, pour ce débat que je continuerai encore et encore, bien sûr. J'en mange, moi, de l'expérience client. Et bonne fin de semaine à notre auditoire. On se revoit dans 2 semaines. Au revoir. Au revoir.